Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, la question n'est plus taboue. L'idée d'un passeport vaccinal fait son chemin. Une consultation ouverte à tous a commencé aujourd'hui. Ce certificat de vaccination permettrait d'aller au restaurant, au cinéma, au stade, au musée, ce qui soulève des questions médicales et éthiques. La chute d'une enseigne connue de tous, le groupe Flunch, au bord de la faillite, va fermer 57 restaurants. Vous comprendrez pourquoi les Français les ont délaissés. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard? Cette jeune infirmière a disparu sans laisser de traces il y a 2 mois près d'Agen. Malgré le déploiement de moyens considérables, l'enquête n'avance pas. Dans ce journal également, la réouverture progressive au public des piscines municipales en extérieur. Excellente nouvelle à condition de ne pas être trop frileux. Enfin, nous assouvirons notre envie d'évasion en grimpant à l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées. C'est l'un des lieux préférés des astronomes du monde entier pour observer au plus près la galaxie. La question est posée en termes très simples. Que pensez-vous du passeport vaccinal? Une grande consultation en ligne a été lancée aujourd'hui. Elle a pour but de recueillir l'opinion des Français. D'autres pays, l'Islande, le Danemark, Israël, ont adopté ce certificat de vaccination qui permet d'avoir accès à tous les lieux aujourd'hui fermés. Et vous, qu'en pensez-vous? Noé Gandillot, Lucas Ajdela et Mathieu Desmoulins sont allés à votre rencontre. Un voyage à l'étranger, une soirée au cinéma ou un verre en terrasse. Et si le retour à la vie normale passait par un passeport vaccinal? Un document officiel qui atteste que vous êtes vacciné contre le coronavirus. Le Conseil économique, social et environnemental lance aujourd'hui une consultation en ligne pour savoir ce qu'en pensent les Français. Et vous, y êtes-vous favorable? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la question divise. Si on peut commencer par ça, pour que la vie redevienne normale, c'est une bonne idée. Ça restreint largement les libertés. Et ça crée des discriminations aussi. Si on attend d'être tous vaccinés, il ne se passera rien avant 3 ans. Donc Moi, je trouve pas ça juste parce que nous, les jeunes, effectivement, on sera les derniers à y passer, à être vaccinés. Ouais. Ce passeport prendrait la forme d'un document ou d'un QR code sur votre téléphone. Mais pour qu'il soit efficace, il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Et notamment les restaurateurs qui auraient la charge du contrôle de leurs clients. C'est pas du tout notre métier d'aller sélectionner la clientèle, essayer de savoir si telle ou telle personne est vaccinée. Ça doit pas être notre métier de le faire. On a déjà suffisamment de choses à faire dans nos métiers. Et pour que ce dispositif fonctionne, il faut être certain que les vaccins empêchent la transmission du virus. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est surtout cela qui freine le gouvernement. Selon nos informations, l'exécutif réfléchit effectivement au passeport vaccinal. Mais il estime qu'il est encore trop tôt pour le lancer. Comme l'Allemagne et les Pays-Bas notamment. D'autres, en revanche, sont prêts à l'adopter plus rapidement. La Suède, le Danemark par exemple, mais aussi les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui y voient une solution pour faire revenir les touristes. Israël sera le premier pays à lancer son passeport début mars. Dans l'État hébreu, près de la moitié de la population est déjà vaccinée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lancé une mise en garde aujourd'hui. La situation sanitaire est fragile, dit-il. Un rien peut la faire basculer. Au chapitre des bonnes nouvelles, les médecins généralistes ont jusqu'à ce soir pour commander des vaccins AstraZeneca avec lesquels ils pourront vacciner leurs patients à partir de jeudi prochain. Pas d'emballement, le nombre de doses mis à disposition est pour l'instant très faible. Écoutez les explications de Marine Brossard, Vincent Abel-Adeda et Léa Deschâteaux. Ce médecin généraliste se prépare. Je venais pour m'inscrire pour que tu me commandes le flacon de vaccin d'AstraZeneca. Dès jeudi, elle pourra vacciner ses patients dans son cabinet. Si tu veux bien, je te laisse les flacons dans le frigo puis je viens les chercher le jour où on vaccine. Les doses arriveront chez son pharmacien. C'est lui qui s'occupe de la commande. Voilà, donc c'est là. Déclarer les professionnels de santé rattachés à l'officine. Probablement, on va recevoir les vaccins début de semaine prochaine. La semaine prochaine, chaque praticien volontaire aura droit à un flacon, soit 10 doses. Le médecin pourra donc vacciner uniquement 10 patients. C'est seulement une catégorie spécifique de patients qui peuvent être vaccinés. C'est les 50-65 ans qui ont des pathologies chroniques. Donc, c'est pas non plus tout le monde. Des patients éligibles qui pourront prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone quand les médecins auront davantage de doses. Mais pour le moment, c'est aux généralistes de sélectionner les personnes prioritaires. Donc là, l'idée, c'est de recruter 10 patients qui correspondent aux critères d'éligibilité. Et il faut parfois les convaincre de l'efficacité du vaccin anglais. Ce que je vous propose, c'est de venir au cabinet jeudi après-midi pour que je puisse vous faire la première dose de ce vaccin.
AstraZeneca. Au bout du fil, une patiente de 64 ans souffrant de diabète, mais sceptique. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que il est, semble-t-il, il permet d'éviter les formes sévères, mais il ne permet pas d'éviter toutes les infections. Le rendez-vous est pris, mais ce travail de pédagogie prend du temps. Trop pour certains médecins. Ce docteur ne fera aucune injection, trop délicat selon lui, car une fois le flacon ouvert, toutes les doses doivent être administrées en 6 heures. Impossible ici. Les faire à la chaîne en une journée, non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Moi, je suis seul, j'ai une seule salle d'attente. Il va y avoir de la promiscuité. C'est un problème d'organisation pour le moment. Selon le dernier bilan, 22 000 médecins se sont déclarés volontaires à vacciner dans leur cabinet, contre 70 000 attendus. Ils ont jusqu'à 23 h ce soir pour se manifester. À peine distribué, notamment à des personnels soignants dans l'ouest de la France, ce vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford suscite déjà des critiques. Certains le jugent pas assez efficace, d'autres soulignent ses effets secondaires sans aucune gravité, mais assez fréquents. Qu'en est-il exactement? Julien Roux et Olivier Stambach. Il est administré depuis le 6 février aux professionnels de santé de moins de 65 ans. Quelle est l'efficacité du vaccin AstraZeneca? La Haute Autorité de Santé l'estime satisfaisante, entre 60 et 70% selon les études. Une efficacité comparable à celle du vaccin contre la grippe, mais inférieure au vaccin à ARN messager de Pfizer et Moderna. Eux affichent des résultats supérieurs à 90%. Pourquoi certains pays ont renoncé à l'utiliser? Parce qu'il serait moins efficace contre le variant sud-africain. Une étude de l'université de Johannesburg révèle une efficacité de seulement 22% contre les formes modérées de ce variant. Résultat, l'Afrique du Sud a suspendu son programme de vaccination et va proposer les millions de doses commandées à l'Union africaine. Le vaccin AstraZeneca a montré des résultats extrêmement décevants et qui font qu'il est difficile à utiliser dans ce contexte. Le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin Novavax, eux, gardent des efficacités aux alentours de 60%. Donc il y a de l'espoir par rapport aux vaccins qui vont arriver bientôt sur le marché. Il reste des chances pour que certains vaccins gardent une efficacité sur ce variant sud-africain et en particulier dans la prévention des formes sévères. Quels sont les effets secondaires? Le vaccin AstraZeneca est sous le feu des critiques des soignants. Ils sont plus de 150 à avoir développé des symptômes grippaux à Brest, Périgueux ou Rouen. Fièvre, courbatures, maux de tête, ces effets secondaires étaient attendus. Ils ont été mis en évidence lors des essais cliniques et ne remettent pas en cause l'efficacité du vaccin. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce geste plus que symbolique du maire d'une commune proche d'Amiens. Exaspéré par les parents qui viennent chercher leurs enfants en retard à la garderie, il a décidé d'instaurer des amendes jusqu'à 50 €. La mesure est-elle légale? Sera-t-elle efficace? Reportage sur place à Moreuil. Cédric Peyot est en Guigeoire. Moreuil dans la Somme, 4000 habitants et 4 écoles. Mais depuis quelques mois, les retards de parents se multiplient à la garderie. Alors, le maire a pris une décision radicale, faire payer tout retard, 5 € d'amende les 10 minutes et jusqu'à 50 € pour 1 heure. Totalement dissuasive. J'espère sincèrement ne pas avoir à l'appliquer. C'est mon vœu le plus cher, le vœu de toute l'équipe d'ailleurs. C'est simplement faire prendre conscience aux gens que des horaires doivent être respectés. Premiers concernés, les parents sont très mitigés. Chaque personne peut être en retard pour un accident ou la circulation. Ça reste une bonne idée quand même. Quitte à toucher au porte-monnaie, c'est le seul moyen aussi de faire réagir un peu les gens. On peut donner un petit quelque chose. Si on ne met pas 50 €, c'est quand même énorme. Pourtant, cette décision est tout à fait légale et s'inscrit dans le droit de police des maires. Avant Moreuil, d'autres communes des Hauts-de-France ont pris la même décision. C'est le cas de Bergues il y a quelques mois dans le Nord. Avant 18h30, 1,60 € maximum l'heure de garderie. Après 18h30, pénalité horaire, 10 €. Et ici, les résultats ont été immédiats. Depuis décembre, janvier et là, février, on n'a plus de retard constaté. Alors qu'avant, vous aviez 2 à 3 fois par semaine des retards sur quelques familles. Donc c'était un rappel récurrent et ce qui en fait était problématique pour tout le monde. Pour l'heure, seule une poignée de communes appliquent de telles pénalités. Mais face au retard qui s'accumule, d'autres municipalités pourraient sévir à leur tour.
2 semaines après les crues et les inondations dans le sud-ouest, le processus d'indemnisation des milliers de sinistrés a commencé, notamment en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Samedi, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 22 communes. Guillaume Poyer, Christelle Arfeld et Christophe Brousseau ont suivi le travail des experts et des assureurs près de La Réole et à Couture-sur-Garonne. 2 semaines après la crue, la Garonne a retrouvé son calme et son lit. Mais les sinistrés se comptent par milliers. Vous avez commencé à faire venir les entreprises là pour chiffrer un peu ou pas du tout? 2 semaines après, l'heure est désormais à l'estimation des nombreux dégâts matériels. La visite de cet expert en assurance va lancer le processus d'indemnisation. C'est une première étape pour pouvoir faire le point, vraiment évaluer une ouverture de sinistre quand on a fait le tour de toute la maison et puis avec le mobilier. Ce qu'on attend dans l'immédiat, c'est que ça se débloque dans la semaine de façon à pouvoir acheter l'électroménager. Au moins machine à laver, frigo. Jusqu'à 80 cm d'eau dans la maison. En urgence, la compagnie d'assurance va débloquer 7 000 €. Réfrigérateur, ok. Il faut garder un maximum de factures, ça prouve la valeur des biens, quoi. À quelques kilomètres de là, sur la commune de Montgauzy, cette maison a été inondée pendant près de 48 heures. 60 cm d'eau dans le rez-de-chaussée, c'est ça? C'est ça. Pour remplacer les meubles endommagés, ce sinistré doit fournir des devis au plus vite. Ce qui peut freiner un dossier, c'est le délai pour avoir les chiffrages. Ouais. Si j'ai les chiffrages rapidement, votre dossier il est très vite déposé pour moi. La peur qu'on a, je pense que c'est surtout de téléphoner et de jamais avoir personne. Si on a les bonnes réponses à nos questions, on se sent moins perdu et soutenu et aidé. À Couture-sur-Garonne, elle aussi durement touchée. Allez, on va voir chez Alice alors. Cette propriétaire ignore encore quelles indemnités lui seront versées. Les montants peuvent varier du simple au double selon les contrats. Ils ne se sont pas avancés sur des remboursements. Ils m'ont dit qu'on présente les factures du peintre, du charpentier, de tout ça. On verra, ce sera la surprise une fois qu'on aura envoyé les devis. Pour un événement comme celui qui vient de se produire dans le sud-ouest, les assureurs estiment qu'il faut en moyenne 3 mois pour traiter un dossier. Un mot de l'actualité judiciaire. L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est depuis ce matin en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Ses domiciles ont été perquisitionnés. Il y a 2 ans, la Chambre régionale des comptes avait rédigé un rapport très critique sur le fonctionnement du cabinet du maire. Le préjudice était évalué à 1 million d'euros aux dépens du contribuable. C'est un épais mystère que rien pour l'instant n'a permis de résoudre. Il y a 2 mois, Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, a disparu près d'Agen. Les auditions, les battues, les perquisitions, les fouilles avec les techniques les plus modernes n'ont pour l'instant fourni aucun indice. Sophie Chevalreau et Pascal Michel sont retournés sur les lieux tout près de son domicile. Que s'est-il passé derrière ces murs il y a 2 mois ? Pourquoi Delphine Jubilard n'était-elle plus dans sa maison le 16 décembre au matin ? 2 mois d'enquête et toujours pas de réponse sur cette mystérieuse disparition en pleine nuit. S'est-elle enfuie ? Est-elle vraiment sortie de la maison ? Aux alentours, aucune trace n'a été retrouvée, ni sur les chemins qui longent son domicile, ni dans les bois juste à côté. À Cagnac-les-Mines, cette affaire est dans tous les esprits. Tout le monde est touché, oui, ça c'est sûr. C'est sûr des questions. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Pour les cousines et amies de la jeune femme, qui ne s'expriment qu'à travers leur avocate, une seule certitude, Delphine n'aurait jamais décidé de s'enfuir à quelques jours de Noël. Elle était véritablement dans l'organisation et la préparation de ses fêtes avec le choix des cadeaux, voilà, cette effervescence, cette magie de Noël qu'elle organisait et qu'elle préservait pour ses 2 enfants. Donc, ce premier point, déjà, exclut de la part de mes clientes l'hypothèse de cette disparition volontaire. Elles ne croient pas à l'hypothèse que Delphine ait organisé sa propre disparition. Ça leur paraît improbable. Pourtant, la semaine dernière, coup de théâtre. Le téléphone de Delphine Jubilard s'est rallumé. C'est le parquet de Toulouse qui l'affirme. Est-ce un signe de Delphine ? Lorsque la carte SIM s'active, l'appareil se connecte à une antenne et peut donc être géolocalisé. Mais les enquêteurs ne dévoilent rien. Impossible de dire s'ils savent où est ce téléphone et qui l'a entre les mains. Deuxième phénomène intrigant, au moment où le téléphone s'allume, les proches de l'infirmière remarquent qu'elle est en ligne sur Messenger, la messagerie de Facebook. D'où vient cette connexion ? Pour cet expert en informatique, il y a probablement un lien avec les investigations en cours. Si les enquêteurs travaillent
sur le compte Facebook de Delphine Jubilard à partir d'autres éléments, comme par exemple un PC sur lequel elle aurait activé son compte ou des choses comme ça, ça peut provoquer ce genre d'effet visuel, sans pour autant que ce soit quelqu'un qui soit derrière. Des centaines d'auditions, des battues, des fouilles, mais aucune garde à vue ni mise en examen dans cette affaire. 2 mois après sa disparition, Delphine Jubilard reste introuvable. Partons à présent aux États-Unis. Nous vous parlions hier dans ce journal de cette vague de froid sans précédent depuis 1949. Elle a fait plus de 20 morts. L'État du Texas est le plus touché. C'est là que se trouvent nos correspondants Jérôme Garraud et Adrien Ponsard. Elle n'en finit pas de geler. La ville de Dallas semble disparaître dans cette vague de froid polaire. Cette tempête est d'autant plus dangereuse que le Texas est d'habitude écrasé par la chaleur. Personne n'est équipé pour affronter la neige. Dans Dallas et ses environs, la plupart des maisons sont construites comme celle-ci, de plein pied, sans étage et en bois, très mal isolées. Maintenant, imaginez que le chauffage tombe en panne, c'est ce qui arrive en ce moment pour des millions d'Américains. C'est comme si vous vous trouviez dehors. Et ici, il a fait jusqu'à moins 17 degrés. Dans la station-service du quartier, c'est la ruée vers l'essence. Tout le monde a besoin de carburant pour faire fonctionner son générateur. Seul moyen d'avoir de l'électricité. Il n'y a pas d'autre choix. On en a tous besoin, je viens pour mon générateur. On risque l'hypothermie. À travers le pays, les médias américains recensent déjà 23 morts. Certains par hypothermie, d'autres intoxiqués au monoxyde de carbone à cause des générateurs. À Houston, les secours ont déjà reçu 300 appels pour des intoxications. C'est justement l'appareil qu'utilise Clifton pour avoir du courant et réchauffer sa famille dans un bruit assourdissant. J'ai bien fait attention à le laisser dehors. Il rejette le gaz carbonique sur ma terrasse, pas chez moi. Certains voisins se sont branchés sur son appareil, comme Royce. Question de vie ou de mort. Ma mère a 95 ans. Elle a besoin d'une machine pour respirer. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans ce générateur. C'est compliqué. Dès que vous avez des problèmes de santé, on peut aller nulle part. Et c'est très dur de se déplacer. Plus de 3 millions d'Américains sont toujours privés d'électricité. Certains abris, ouverts en catastrophe, ont dû fermer tout aussi vite à cause des pannes de courant. Retour en France pour évoquer une enseigne de restaurant que vous connaissez forcément. Flunch, le groupe, a été placé il y a quelques semaines en procédure de sauvegarde. 57 restaurants sont menacés de fermeture. 1300 emplois pourraient être supprimés. Avant même la crise sanitaire, Flunch était en grande difficulté. Justine Corbillon, François Ouasson et Gauthier Delobette nous expliquent pourquoi. Voici le tout premier Flunch créé en France en 1971 à Auchan-Anglo dans le Nord. Ça rappelle bien des souvenirs aux nordistes. Flunch, ça évoque mon enfance en fait. Avoir son plateau et aller se servir en frites et voilà. Quand on n'en avait pas assez, on pouvait y retourner. C'est ça qui était bien. Les petits repas entre familles à petit prix, on va dire. On va fluncher. Le concept de cantine familiale était révolutionnaire à l'époque, mais il est resté le même. Comme vous avez été sage, je vous emmène chez... Depuis plus de 50 ans. Alors quand la direction de Flunch explique aujourd'hui aux salariés que c'est la crise du Covid qui justifie la fermeture de 57 de leurs établissements, ils ne sont pas du tout de cet avis. On les alerte quand même depuis bien des années. Ça fait 5 ans que nous, syndicalement, on dit il faut se transformer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un concept dépassé, ringardisé, un peu comme ce qui s'est passé chez une chaîne concurrente, chez Courtepaille. Placé en redressement judiciaire l'été dernier, Courtepaille, comme Flunch, incarne ces grandes chaînes de restaurants pas chers, souvent implantées dans des zones commerciales, mais qui, avec l'arrivée des fast-foods dans ces mêmes endroits, n'ont pas réussi à conserver leurs clients, ni à en attirer de nouveaux. Je pense qu'il aurait fallu prendre le pli du fait maison. Il aurait fallu prendre le pli d'un service, le retour du service en salle. Ça coûterait effectivement beaucoup plus cher, mais aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer plus cher pour avoir réellement ce contact et cette expérience avec le restaurant. Les 57 restaurants menacés de fermeture espèrent être repris par des franchises. Quant aux autres établissements Flunch, on va rénover, régénérer un peu ce business model de Flunch. Un nouveau concept va être testé, des kiosques alimentaires à thème, pizza, cuisine du monde. Ça fonctionne déjà aux États-Unis ou en Angleterre.
depuis plus de 20 ans. Comme chaque année, ou presque, la moitié des banques ont actualisé leurs tarifs le 1er janvier dernier. En moyenne, vous avez payé 172 € de frais de tenue de compte, de carte bancaire ou pour l'envoi d'un chéquier. Vous n'y comprenez peut-être pas grand-chose, c'est normal. Il faut un œil de lynx pour s'y retrouver dans cette tarification très opaque. Suivez les conseils de Johan Engen, Fabienne Moncel et Thierry Valta. Voici les brochures tarifaires de 7 banques différentes. Elles font entre 22 et 56 pages et comportent chacune en moyenne 390 tarifs. De quoi, on vous l'avoue, s'y perdre un peu. Et vous, les avez-vous déjà lus? Non, mais je les ai. On n'a pas le temps, on travaille. C'est un peu opaque, on ne trouve pas toutes les infos qu'on veut. Ils nous énervent, ils nous rendent malades. Justement, cette association de consommateurs pense que les banques éditent volontairement des documents compliqués afin que vous ne puissiez pas comparer leurs offres. Il ne faut surtout pas que vous puissiez comparer, parce que vous vous rendrez compte que vous pourriez faire des économies. Donc comme vous ne pouvez pas comparer, eh bien vous restez scotché à votre banque. Et du coup, s'il n'y a pas de concurrence, si les gens sont captifs, eh bien c'est facile d'augmenter la tarification des services. En France, l'année dernière, seuls 2,5% des clients ont changé de banque, alors même que cette opération peut dans certains cas vous faire économiser 180 € par an. Mais les banques que nous avons interrogées affirment que c'est la loi qui leur impose de fournir tous ces tarifs et que cette complexité n'a pas d'impact sur leur prix. Les évolutions des tarifs, elles sont très faibles entre 2020 et 2021. Les tarifs ont pu augmenter entre 1 et 40 centimes par an. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Il y a même certains tarifs qui ont baissé. En 2010, les banques s'étaient engagées à publier des tableaux simplifiés retraçant les tarifs des services les plus courants. Mais plusieurs d'entre elles n'ont pas tenu leurs promesses. Cela fait bien longtemps que nous n'avions pas autant cuisiné, jardiné et réaménagé notre intérieur. Le télétravail, le couvre-feu ont incité des millions de Français à améliorer leur logement. Le succès des magasins de bricolage en témoigne d'ailleurs. La peinture est devenue l'une de nos préoccupations favorites. En Bretagne, Didier Pireschi et Mathieu Dupont ont pris le pinceau et l'escabeau. Rose exubérant, gris féréole, jaune levant. En 2020, vous avez aimé beaucoup de couleurs. Et si vous avez pensé à bien surveiller vos enfants, ce sont vos murs qui en ont profité. Parce que pour beaucoup, les confinements ont été l'occasion. J'ai changé toute la décoration et je me suis mise à la peinture. J'ai peint entièrement ma salle de bain. On a fait un bon mois de peinture tranquillement. Camille, elle, a passé encore plus de temps, rouleau en main. Propriétaire d'un corps de ferme en Bretagne, elle termine aujourd'hui l'une de ses chambres et ça l'amuse. Décoratrice d'intérieur, j'aime bien. Peintre, je pense qu'il faut avoir un peu plus de muscles que moi. Depuis le mois de mars dernier, elle a repeint toute sa maison et cette immense bâtisse dans laquelle elle organise des mariages et des fêtes privées. Donc moi, j'ai repeint tous les plafonds, les murs, tout ce qui est blanc en fait. Toutes les huisseries en gris aussi. Donc tout ça, ça a été repeint. Je suis autodidacte en peinture. Mais quand on a un peu de temps, on y va. Courageuse, mais si vous redoutez d'y aller seule, Internet regorge de solutions avec des influenceurs. Improvisés bricoleurs. Je vais vous présenter les couleurs que j'ai décidé de mettre dans mon salon. Attention, ce n'est pas toujours une réussite. Mais il y a aussi de vrais conseils de professionnels. Je vais t'apprendre les gestes et la technique pour peindre tout seul toute ta baraque. Pendant le premier confinement, Docteur Peinture a doublé son nombre de visiteurs sur sa chaîne YouTube. La peinture se travaille toujours en 2 couches. Alors pas la peine de vouloir faire l'économie d'une couche. Pourquoi ? L'économie, un argument de poids. Pour une pièce de 15 mètres carrés, peindre soi-même nécessite environ 200 € de matériel, 7 à 8 fois moins cher que si vous confiez le travail à un artisan. Mais les grands gagnants de cette frénésie de peinture, ce sont les magasins de bricolage. Dans cette grande enseigne, les clients affluent. Les projets de rénovation sont toujours d'actualité. Rénovation d'une maison, donc là c'est pour toutes les portes. On refait les chambres des enfants. Un escalier en bois. Depuis l'an dernier, le rayon a été renforcé, 2 salariés en plus, pour fournir une demande toujours plus grande. C'est 8 couches ou 2 couches? Toutes les peintures, ça va être 2 couches. On n'a jamais connu une année pareille. Ici, sur le magasin de Langueux, nos quantités vendues ont progressé de 30%. Enfin, c'est énorme. Au niveau national, c'est même colossal. L'enseigne a vendu 26 millions de pots de peinture en 2020, soit 50 pots par minute.
Best-seller, le blanc, un grand classique. Mais les industriels offrent aujourd'hui un choix considérable. Nuances de couleurs par milliers, peintures intelligentes, comme par exemple la peinture magnétique sur laquelle on peut apposer des aimants. Et gros succès aussi pour les peintures bio comme celle-ci. Elle est produite par une petite entreprise rennaise. Elle est magnifique, un beau pouvoir couvrant. Une peinture sans solvant, fabriquée à base d'algues prélevées sur le littoral breton. L'algue brune, on la connaît tous, hein, elle pousse en mer. Et derrière, elle est le fruit, je dirais, d'un travail de prélèvement par les ostréiculteurs. La société vend beaucoup sur Internet. Pendant les confinements, les ventes ont explosé. Sur le site, on a fait une croissance de x10. Et on a dû, même pendant la période de confinement, fermer le site pendant 10 jours, tellement on était dans l'impossibilité de suivre, je dirais, l'ensemble des commandes. L'engouement pour la peinture dépasse les frontières. Le phénomène est international avec une mention spéciale pour cette Québécoise qui a fait entrer Michel-Ange dans sa salle de bain. Mais elle est vraiment très douée. Si nous nous sommes mis aux travaux manuels, c'est sans doute par goût, mais aussi faute d'activité sportive. Les salles de sport, les piscines couvertes sont fermées depuis plus de 3 mois. Avec la remontée des températures, les piscines municipales extérieures, qui n'ont jamais été fermées administrativement, commencent à être à nouveau fréquentées. Delphine Sidbon et Frédéric Mignard ont fait le grand saut en Loire-Atlantique. Qu'importe le vent, le froid d'un mois de février, la joie d'un plongeon avait tellement manqué. Vu qu'on n'a pas nagé depuis octobre dernier, ça fait du bien. Hein. C'est extraordinaire. Voilà, j'ai l'impression de revivre là. Ça vaut le coup de venir à l'heure du déjeuner pour pouvoir nager comme ça. Je serai peut-être pas tout à fait à 14h, vous le direz pas, mon patron. Les enfants du club de natation retrouvent aussi le plaisir de se dépenser. C'est extraordinaire, ça fait du bien, on n'a pas cette chance tous les jours. Ce bassin extérieur n'ouvre d'habitude qu'au printemps. Cette année, exceptionnellement, il accueille des nageurs depuis le 1er février. Pour la piscine, c'est un surcoût, en nettoyage, en chauffage. En parallèle, heureusement, Bonjour. Les nageurs arrivent toujours plus nombreux. Il y a très peu d'activité qui nous est ouverte, donc on a fait 15 km pour venir ici. Jusqu'à 200 entrées en une journée. En général, sur la même période, la piscine intérieure ne séduit que 40 personnes. Ce qui est agréable aussi, c'est de voir le bonheur que les gens expriment. Alors parfois en nous offrant des crêpes, des pains au chocolat, ou juste les sourires et les merci, même si les sourires, on les devine derrière le masque. Bien sûr, il faut aussi respecter un protocole sanitaire strict. Les doses de chlore dans l'eau ont été augmentées. Vous voyez, nous contrôlons s'il y a bien 1,5 mg de chlore par mètre cube par rapport à 1 habituellement demandé. Plus de vestiaires collectifs et surtout un maximum de 60 chanceux dans l'eau, alors que le bassin pourrait en accueillir 5 fois plus. Vous reconnaissez sans doute cette forme ronde, cette couleur ambrée, un flan sur une pâte feuilletée, le pastéis de nata, littéralement la pâtisserie à la crème. Elle nous vient tout droit de Lisbonne, au Portugal. Du lait, des œufs, du sucre, les autres ingrédients et la méthode de cuisson sont tenus secrets depuis plus d'un siècle. Julien Garel et Anaïs Guérard ont tenté de percer le mystère. C'est le grand format délectable de ce 20h. Vous avez forcément déjà croqué dedans si vous êtes allé à Lisbonne. Vraiment savoureux, c'est vraiment unique. Le matin, un petit pastéis de nata avec le café et la journée commence bien. Le pastéis de nata est un incontournable au Portugal. Pour remonter aux origines de cette pâtisserie, il faut se rendre dans le quartier de Belém, à l'ouest de la capitale portugaise. C'est ici que le pastéis a été créé au début du 19e siècle par des moines du monastère des Hiéronymites. Ils utilisaient le blanc d'œuf pour donner de l'éclat à leurs vêtements. Et comme il restait beaucoup de jaune, l'idée est venue d'en faire un gâteau. Les pastéis ont commencé à être vendus en 1837 dans 7 pâtisseries voisines. Elle est aujourd'hui gérée par Miguel Clarina et c'est le seul établissement qui prétend détenir la recette originale. Un secret jalousement gardé. Tout ce que nous arriverons à obtenir, c'est une indication concernant le temps de cuisson. C'est 20 minutes au four, mais je ne peux pas vous en dire plus. La recette est dans la famille depuis 4 générations.
Notre tournage ici s'arrête d'ailleurs devant une porte infranchissable pour le commun des mortels, celle de l'atelier du secret. À partir d'ici, vous ne pouvez plus me suivre. Nous ne sommes que 7 personnes à connaître la recette et à pouvoir entrer. Au revoir. Pour en savoir plus, il va donc falloir trouver un pâtissier un peu plus bavard, comme Francisco. Venez, je vous emmène en cuisine, là où je fais mes fameux pastéis de nata. Cela fait 20 ans que c'est sa spécialité et il pense avoir égalé la technique des moines de Bélem. La pâte est très croustillante, mais elle reste légère. Il m'a fallu 10 ans pour améliorer ma recette et trouver la bonne formule. Première étape, la crème. Là, il vous faut du lait, des œufs et du sucre. Et mon petit truc à moi, c'est de laisser infuser des citrons dans le lait. L'autre élément central, c'est la pâte. Elle doit être enroulée comme un escargot avant d'être étalée à la main. C'est vraiment ça, le secret pour avoir une pâte bien croustillante qui fera toute la différence. Et croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Chaque jour, 300 pastéis sortent de ces fourneaux, juste ce qu'il faut pour ses clients fidèles. Mais plus au nord, dans la banlieue de Porto, la production se fait à une toute autre dimension. Avec cette machine, on peut faire chaque jour 250 000 pastéis. Ici, l'ambition est claire, lancer le petit flanc portugais à la conquête de la planète. On envoie nos pâtisseries dans le monde entier, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Cette cargaison, par exemple, va partir en Corée du Sud. À l'origine de cette déferlante de pâtisserie, un homme d'affaires, Mabilio Albuquerque. Pour séduire tous les marchés, il a eu une idée, décliner le pastéis de nata en une infinité de saveurs. On a développé des pastéis au camembert, au brie et au bleu d'Auvergne, spécifiquement pour la France, où nous savons que les gens adorent le fromage. La recette est vendeuse. Il exporte chaque année 10 millions d'unités dans près de 30 pays différents, quitte à froisser les puristes du pastéis et sans doute aussi les moines de Bélem. Comme chaque soir, je vous propose d'assouvir votre soif d'évasion. Ce soir, nous allons grimper sur un belvédère avec vue imprenable sur la galaxie. Depuis un siècle et demi, l'Observatoire du Pic du Midi passionne les astronomes. Il accueille en temps normal des visiteurs, et ce n'est pas le cas cette année pour des raisons évidentes. Mais Michel Izard et Bertrand Lachat ont pu malgré tout se hisser à 2800 mètres d'altitude dans une ambiance très hivernale. À 8 h du matin, sur les crêtes autour de la Mongie, le soleil tente une percée avant de laisser les nuages envahir le décor. Un jour blanc s'annonce. Mais cela ne change rien au programme. Tous les lundis, le téléphérique sort de sa léthargie pour la relève et le ravitaillement du pic. En temps normal, il embarque en moyenne 140 000 visiteurs par an. Ça peut aller jusqu'à 80 voyages par jour. En haute saison. Et là, on en fait 4 le lundi, 4 le jeudi, uniquement pour le service minimum. 15 minutes pour changer d'air et d'univers, pour aller tutoyer les étoiles à 2877 mètres d'altitude, au sommet du Pic du Midi. Les seuls passagers sont les personnels de gardiennage, des techniciens, des scientifiques qui montent pour la journée ou pour la semaine. Dehors, la température frise les moins 10 degrés. Et l'on se sent, on l'avouera, un peu perdu. Le panorama spectaculaire qui nous était promis se dérobe. Le ponton dans le ciel, suspendu au-dessus du vide, n'est plus qu'une ombre dans la blancheur du jour. Bon, et là, c'est la table d'orientation. Alors, c'est le seul moyen d'avoir une vue. C'est de... Ah ben là, il y a Toulouse. Le Pic du Midi est un des endroits où le ciel, il faut le croire sur parole aujourd'hui, est le plus pur de France pour voir les étoiles. La première coupole a été installée en 1873 et depuis, l'observatoire astronomique fonctionne sans interruption. Si on ouvre, il y a toute la neige qui est sur la coupole,
qui va tomber sur les instruments qui sont dedans. Donc il faut d'abord déneiger la coupole et pour ça il faut attendre qu'il fasse beau. Des astronomes bénévoles assurent un suivi quotidien pour les chercheurs de l'Université de Toulouse. Ici, on regarde le Soleil avec un télescope qui recrée les conditions d'une éclipse totale. Il enregistre l'activité de la couronne solaire où jaillissent des gaz à 2 millions de degrés. Sur les images, c'est le Soleil qui semble nous regarder. De manière régulière où on le fait, il y a 2 endroits au monde. Il y a au sommet d'un des volcans de l'île Hawaï et ici au pic du Midi. À 14 h, le vent se lève, la neige arrive. Elle tombe presque sans arrêt depuis un mois. Les équipes de la régie du pic doivent entretenir en permanence les lieux, même s'il n'y a pas de public. Il faut quand même continuer à maintenir le site pour qu'on puisse, le jour où on va ouvrir, qu'on soit prêt, quoi. Voilà. Et si ça se trouve, demain matin, on recommencera. Mais bon, ça, on est habitué. Pour des raisons de sécurité, les installations du téléphérique sont déneigées plusieurs fois par jour si nécessaire. Autour, il faut imaginer le précipice. Vous avez une idée de la pente? 1000 mètres jusqu'à où c'est? 1000 mètres d'un coup, là? Oui, c'est ça. Il vaut mieux être attaché. Vaut mieux, oui. C'est jamais. On va éviter les accidents. À l'intérieur du bâtiment, c'est un dédale. Oh, super vrai, là! Ah ouais, ça m'arrive, hein? Ah oui, c'est immense, ça. Vous avez au moins à peu près 5 km de couloir. 5 km de couloir. Dans ces eaux-là, oui. Ils conduisent à 5 télescopes en service où les astrophysiciens mènent des recherches très pointues sur le spectre des étoiles et les exoplanètes. Mais comme partout avec le Covid... Vous avez réussi à le déplacer, le boîtier? Tout est plus compliqué. Dès qu'on peut monter pour une journée, pour faire des opérations techniques, on en profite et on monte à plusieurs, les mécaniciens, les électroniciens, les informaticiens, pour pouvoir opérer et faire en sorte qu'on puisse continuer à observer. Le temps est compté. À 15h30, le téléphérique doit redescendre les travailleurs du jour. Un vent violent est attendu. Nous aurons la chance de rester encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon, chef, ce soir? Mais du coup, ce soir, c'était un velouté de légumes avec des tagliatelles à la bolognaise. De quoi remonter le moral un peu de toutes les équipes, quoi. À 19h, nous sommes 16 pensionnaires attablés en quinconce à la cantine. À 20h, Alex, après avoir fini le ménage, commence une autre journée. Quel est le programme, alors? Le programme, ce sera ça, ce soir. Veilleur de nuit, guetteur d'étoiles. Et ce sont ces visions-là qui vous attirent? Ouais, c'est ma passion. Ouais, je vais aller me coucher quelques heures. Et on verra au réveil à minuit. Ça devrait se dégager. Par contre, il va faire vraiment froid. Sommeil léger, perturbé par l'altitude, peuplé de rêves dans lesquels on le voit sortir des nuages. Le pic du Midi, comme un vaisseau, une vigie postée face à la chaîne des Pyrénées. À 2h du matin, comme promis, Alex nous réveille. Il fait moins 15. Sans le vent, là, je dirais. Ça pique fort avec le vent. Ouais. La récompense se cache au fond de l'objectif. La nébuleuse d'Orion au bord des cils, la Voie lactée au bout des doigts, et le temps d'une pause de 30 secondes dans l'obscurité, une photo pour rafraîchir la mémoire. À 8h du matin, le pic révèle son visage et le visage de ses voisins. Le ponton dans le ciel redécouvre le sens de son nom. Et le soleil, avant que les astronomes n'y plongent leur regard, nous donne le vertige de sa lumière.
Lui aussi est au sommet. Le nom de Kylian Mbappé, champion du monde à 18 ans, était déjà célèbre. Mais son récital hier soir face à Barcelone en Ligue des Champions l'a propulsé dans une autre dimension. De l'Argentine aux Émirats Arabes Unis, ses buts, sa joie, son talent ont fait le tour de la planète, bien au-delà des amateurs de football. Christophe Abel. En anglais, en arabe, dans le monde entier, les commentaires sont les mêmes, dithyrambiques. Les Espagnols, humiliés 4-1 par le PSG, saluent la performance de l'enfant de Bondy. Le Français s'est offert un cadeau, le ballon du match. Un trophée réservé à ceux qui réussissent cet exploit, inscrire 3 buts dans une même rencontre. Mbappé, trop fort, trop rapide pour le défenseur catalan Gérald Piqué, obligé de retenir par le maillot la star française. Une performance détournée sur les réseaux sociaux. Le champion du monde fait aussi les titres de la presse internationale. En France, bien sûr, les Espagnols, pas rancuniers, nous envient l'ouragan Mbappé. Une prestation à la une de quotidiens italiens, portugais et même à l'autre bout du monde, en Argentine, Clarín écrit le roi, c'est Mbappé. Un camouflé pour la star mondiale argentine, Lionel Messi. Impuissante face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, lui, au sommet de son art. Et comme tous les soirs, pas de football, mais c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Ce soir, elles concernent nos déplacements. Bonsoir Alexia Maillère. Bonsoir. Cette question, tout d'abord. Je prévois de prendre l'avion ou le train pour aller à l'étranger. Je dois fournir un test négatif. Faut-il obligatoirement un test PCR ou est-ce qu'un test sérologique fait l'affaire? Alors la mauvaise nouvelle, pour ceux qui ont peur du test PCR, certains nous l'ont confié en posant la question non, il n'est pas possible de voyager avec un test sérologique. Seul le test PCR est accepté. Autre question, j'habite à Nice, en Italie, à quelques kilomètres de là. Les restaurants ont rouvert. Est-ce que je peux y aller juste pour déjeuner? Dans les faits, oui, vous pouvez vous rendre en Italie pour une journée, même si c'est déconseillé. Mais il y a de nombreuses contraintes. Et ça commence par un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Et ce, pour tous les voyageurs dès 6 ans. Il faut ensuite remplir une attestation de voyage. Là, vous y inscrivez le motif de votre visite. Et n'oubliez pas que dans l'autre sens, pour rentrer en France, là, il faut aussi un test PCR, cette fois de moins de 72 heures. Oui, là, les spaghettis à la vongole ont refroidi. Enfin, cette question. D'après les recommandations du gouvernement, je dois m'isoler 7 jours à mon retour d'un voyage à l'étranger en dehors de l'Union européenne. Est-ce que je peux passer cette quarantaine ailleurs que chez moi, chez un ami, dans la famille, chez ma belle-mère? Eh bien justement, chez votre belle-mère, c'est possible. Gilles, encore faut-il l'apprécier. Vous pouvez tout à fait vous isoler ailleurs. Le ministère de la Santé précise que si la personne ne peut s'isoler des autres membres de sa famille, si son logement est trop petit par exemple, eh bien elle peut le faire ailleurs et être aidée par l'assurance maladie pour trouver un lieu d'hébergement comme un hôtel par exemple. Et notez que cet isolement dure bien 7 jours. Merci beaucoup Alexia. Juste après ce journal sur LCI, un document consacré à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le destin d'une reine. Rendez-vous sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Doc. Demain à 13h, Marie-Sophie Dacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. À demain.